C'était il y a quelques mois, un tournoi de poker à Las Vegas, droit d'entrée 20 000 $. Parmi les joueurs, Cyril Mouly, un Français, une star des tapis verts. On a un nouveau joueur aujourd'hui, c'est Cyril Mouly. Il monte jusqu'à 100 000 $. C'est un Français, il joue souvent au Bellagio à Las Vegas, des très grosses sommes. Cyril Mouly, un joueur connu pour les grosses sommes qu'il misait, jusqu'à 300 000 € par soir. Et pour cause, l'homme serait en réalité un escroc. Aujourd'hui en fuite, il aurait arnaqué 12 millions € à des sociétés pour assouvir sa soif du jeu. Un cas extrême, mais pas isolé. En France, on compterait entre 600 000 et 800 000 addicts des jeux. Des flambeurs incontrôlables qu'Éric Bouana, spécialiste de l'aide aux joueurs, connaît bien. Dans ses dossiers, des centaines de destins brisés par le jeu. De manière assez classique, malheureusement, un joueur qui joue au-dessus de ses moyens, il faut bien qu'il trouve l'argent quelque part. Alors vous savez, moi j'en ai vu qui trouvaient de l'argent dans la tirelire de leurs enfants. C'est à ce point-là. Et puis après, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller à des phénomènes de prostitution, de braquage, etc. Vous savez, quand on rentre dans la délinquance ou quand on a besoin d'argent, quand on a des dettes, ça peut prendre des proportions énormes. Le poker, c'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu d'argent qui se pratique avec des cartes. Ça fait une grande différence. Et l'argent, il faut le trouver. L'argent, le nerf de la guerre. Pascal est joueur compulsif depuis 20 ans. Lui a volé 12 000 € à son employeur pour flamber au poker. Il a évité la prison de peu. À 44 ans, il a tout perdu et revit de nouveau chez ses parents. Ce que j'ai perdu avec le jeu, j'ai perdu mon couple. Qui dit perdre son couple, dit perdre ses enfants, parce que mes enfants, c'est leur mère qui a la garde des enfants, donc j'ai plus mes enfants. J'ai perdu mon appartement. J'ai perdu mon emploi parce que j'ai volé mon employeur. J'ai plus rien. Après, tu as des pensées qui te traversent l'esprit. Et moi, la pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est pendant 3 semaines, je n'ai fait que penser à une chose, c'est comment mettre fin à mes jours. Au moins, je pouvais plus jouer. Et puis, j'embêtais plus mon entourage et je ne pouvais pas décevoir les gens. Le jeu m'avait tout pris, donc pourquoi vivre ? Pour sortir de l'enfer du tapis vert, Pascal se rend chaque semaine à Gamblers Anonymes, un groupe de paroles calqué sur le modèle des alcooliques anonymes, où il rencontre d'autres joueurs compulsifs. Tous ici veulent garder l'anonymat. Est-ce que le jeu a déjà rendu votre vie familiale malheureuse? Oui. Est-ce que le jeu a nuit à votre réputation? Oui. Avez-vous déjà ressenti des remords après avoir joué? Oui. Avez-vous déjà emprunté pour financer votre jeu? Oui. Ici, on est bien loin de Las Vegas. Pour ces hommes, le jeu est un cancer qu'ils veulent guérir. Je m'appelle Charlie, j'ai 36 ans, donc je suis abstinent depuis plus de 10 mois maintenant. Et j'avais tout essayé, j'ai fait des psychologues, j'ai fait des thérapies. Clairement, j'allais voir le psychologue, je mentais quand même, parce que je savais qu'il ne me comprendrait pas. Et que le mensonge, c'est le train de vie, le quotidien d'un joueur. On arrive à un stade où on ne sait même plus à quel moment on a dit la vérité, tellement comment. Parce qu'il faut mentir sur tout, mentir sur le jeu, mentir sur les dépenses, mentir sur les journées qu'on a passées. On ment donc à ses proches, aux gens qu'on aime. De l'ouvrier au cadre supérieur, du joueur de PMU au flambeur de blackjack. Ici, chacun raconte sa bataille avec le démon du jeu. Je m'appelle Pierre, j'ai arrêté de jouer depuis le 4 septembre 2009. Chaque jour, je bats mon record d'abstinence, donc j'en suis très très content. Je viens d'avoir une fille, donc j'espère que je pourrai lui offrir le meilleur avenir possible et me battre au quotidien. Tenir pour éviter le scénario catastrophe. Dans leur combat au quotidien, les compulsifs sont épaulés par certains casinos, comme celui-ci à Enghien-les-Bains. 30 000, 140 000, 200 000 et 100 000, 300 000 € d'encaisse reconnue. Encaissé. Stéphanie Liénard est psychologue, engagée par le casino. Son rôle, repérer les joueurs qui ont des comportements de flambeurs. Un geste solidaire, mais aussi une technique commerciale. On peut remarquer dans une salle de jeu, une machine à sous, une salle de jeu de table, on peut remarquer des clients qui ont des signes alors comportementaux, c'est-à-dire des choses qui se voient simplement. Une fébrilité dans le jeu, c'est quelqu'un qui va jouer à 2 endroits différents, quelqu'un qui court d'une table à l'autre par exemple, ou qui change beaucoup de machines à sous. Le groupe a intérêt en fait à ce que le client soit heureux. Voilà, c'est juste ça. Le groupe a intérêt à ça, puisque finalement, un joueur qui est pathologique, c'est un futur non-client.
on va le perdre. Voilà, voilà. Donc on n'a pas intérêt, et sur un plan strictement économique, c'est pas pour le groupe intéressant de faire ça. Et les casinos ne sont pas les seuls à se pencher sur le cas des joueurs compulsifs. Aujourd'hui, ils sont même devenus un objet de recherche. Au CNRS, à Lyon, une équipe vient de démarrer une étude pour observer les réactions du cerveau lorsqu'il est stimulé par le jeu. Dans l'IRM, un cobaye à qui l'on projette des images de roulettes et qui joue en temps réel. Je vous place dans la main droite un petit boîtier réponse avec 2 boutons qui vous permettront d'interagir avec les stimuli qui seront présentés à l'écran. Sur son écran de contrôle, le chercheur Guillaume Sescous étudie la réaction du cerveau en fonction des gains du candidat. Il a déjà expertisé une 40aine de cas, des joueurs accros et des non-pratiquants. Quand on joue à un jeu d'argent, évidemment, il y a un plaisir qu'on peut identifier à travers l'activation de certaines régions cérébrales et qu'on peut comparer à ce qu'on observe quand on mange son plat préféré ou quand on a une activité sexuelle, par exemple. Mais il n'y a pas de substitut à proprement parler du jeu qui pourrait réduire cette activité et ce manque. Pas de solution miracle donc, pourtant il y a urgence, car sur Internet, les sites de paris en ligne se multiplient. Et dans 3 mois, il sera légal de parier en France. À Paris, près des Champs-Élysées, c'est l'effervescence. Ici travaillent des traders. Leur job, collecter les paris sportifs en ligne. Faites-moi signe s'il y a un gros pari. Pour l'instant, les parieurs sont tous anglais, mais dans 3 mois, le marché français s'ouvre et les règles du jeu sont très simples. Tu dois miser un montant, ensuite tu cliques pour confirmer le pari et voilà. Nos Golden Boys se frottent déjà les mains. En France, il va y avoir beaucoup de parieurs, ça risque de bien nous faire décoller. Le marché français, une mine d'or qui attire des recrues venus de toute l'Europe. Vincenzo est italien. Aurélien est français. Lui est anglais. Puis Alex est mi-allemand, mi-polonais. Mais je suppose qu'avec le marché français, on va augmenter les effectifs à tous les niveaux. Ici, on jure que les accros ne seront pas les victimes du système. Des garde-fous auraient déjà été prévus. On a identifié un joueur qui est rentré dans cette catégorie-là. On est rentré en contact avec lui en lui proposant de se fixer des limites. On l'a aidé à fixer des limites et ensuite, en fait, le joueur a fini par, sur notre suggestion, fermer son compte. Pour plus de précautions, le Sénat étudie actuellement un amendement pour mieux protéger les joueurs compulsifs et responsabiliser les amateurs. C'est une première en France.